Je crois qu'il n'y a pas d'autre bonne solution face à ce problème de situation où réellement des populations doivent être aidées et que l'aide humanitaire traditionnelle n'est plus possible. Très bien. Ine Roury et ensuite Thierry Morisset de Première Urgence. Oui, je crois que pour l'instrument, pour appliquer ce droit, qu'est-ce qu'il y a que la justice et malheureusement, la justice continue d'une manière qui n'est pas équilibrée, dont on a parlé. Mais il y a aussi cette guerre contre le terrorisme, je trouve, qui a augmenté ce problème, car ça a permis aux États, sans définition de qui sont les terroristes et qui ne le sont pas, d'agir contre des États, contre des groupes, et qui a mélangé le concept du vrai terrorisme. Parce que ce qui est triste, c'est qu'il y a des groupes qui sont de plus en plus renforcés, malheureusement, surtout quand il y a des États qui sont en faillite, et qui agissent contre les civils. Regarde le Somal, quel exemple. Et là, si les États qui ont le pouvoir, si les États de Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, ne respectent pas le droit et qui ne sont pas clairs avec le monde, quel est cet état de droit qui doit être respecté? Quelles sont les valeurs? Ils ont la responsabilité de donner l'exemple. Je ne crois pas qu'ils peuvent faire autre que cela. Et cette situation, on ne vit pas. Si cela ne change pas, malheureusement, on est dans une situation où de plus en plus, il y a un manque de respect pour le droit. Et il y a le chaos qui s'installe quand même, des groupes de milices qui augmentent un peu partout dans le monde. Et il se trouve qu'ils ont toute légitimité d'agir de façon dont ils sont agis. Et dans le cas palestinien surtout, je vous dis, il est absolument important et urgent maintenant de bien définir qu'est-ce qui est terroriste, qu'est-ce qui n'est pas terroriste. Parce que de continuer à criminaliser un peuple qui résiste sous l'occupation, qui devient aussi dur, c'est certainement pas une formule pour avancer vers la paix. Et là, je crois que les responsabilités des États manquent d'une manière très très sérieuse. Merci. Merci. Thierry Morisset. Oui, alors, moi je ne suis pas juriste du tout, mais ce que j'observe, c'est qu'on parle toujours de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, bref, des chefs d'inculpation très très lourds. Et en droit pénal français, il me semble qu'il y a également des délits, il y a des crimes bien sûr, mais des délits et des contraventions. Or, sur le terrain, en tant qu'acteur de terrain, Première Urgence est plutôt une ONG opérationnelle, au quotidien, nous, on constate des infractions qui ne sont pas d'une telle lourdeur. Empêcher un convoi ou un travailleur humanitaire d'accéder à des victimes, ce n'est pas nécessairement un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Ça pourrait être une contravention ou un délit qui pourrait être sanctionné moins lourdement par une cour pénale dont on connaît la lourdeur, etc. Mais pourquoi ne pas envisager, je rebondissais, je pensais à ce que disait Christian tout à l'heure, dans la modernisation du DIH et notamment dans l'application des peines, il n'y a pas de hiérarchie en fait. C'est soit un crime de guerre, soit c'est rien, grosso modo. Alors que sur le terrain, on constate parfois des infractions moins lourdes, qui sont tout aussi condamnables, mais pour lesquelles, en face, il n'y a pas de peine ou pas de hiérarchie de la peine. Et s'il y avait dans cette évolution une hiérarchisation, il pourrait y avoir des sanctions ou des formes de sanctions plus simples à appliquer et tout aussi pénalisantes, des amendes très importantes ou je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, messieurs les juristes, qui serait envisageable? Est-ce que, selon vous, ça pourrait produire un effet positif? Jean-Luc Florent et ensuite Yves Sandoz. Hiérarchisation donc des sanctions. J'aurais tendance à dire qu'au niveau du droit international, on parle d'infractions et la plupart du temps qualifiées de crimes, mais c'est vrai que notre droit interne fait la distinction entre crime, délit et contravention. La question qui se pose, c'est que normalement la sanction, elle doit être au niveau national. Et c'est donc chacun, dans le cadre de son propre droit, qui doit adapter son droit en vue de pouvoir réprimer telle ou telle infraction commise par rapport à tel ou tel texte avec une sévérité augmentée, diminuée selon la gravité de l'infraction, etc. Mais au niveau du droit international et notamment du droit international humanitaire, c'est vrai que l'on parle de violations graves à certains égards et pour le reste d'infractions en quelque sorte. Mais le droit international humanitaire lui-même ne réprime pas. Il laisse le soin aux États de réprimer et il demande aux États d'ailleurs de se doter d'une législation pour être en mesure de.
Donc ça renvoie en définitive à l'application des règles internes. Alors est-ce qu'il faudrait entrer, et là j'avoue que c'est un débat intéressant, mais qui risque d'occuper la communauté internationale pendant des années, d'entrer dans une logique de juridiction pénale internationale qui elle-même ferait le distinguo selon la gravité du crime entre crime, délit, contravention. La tendance actuelle, c'est de ne réserver les juridictions pénales internationales que pour les crimes les plus graves, que ce soit les deux TPI, ex-Yougoslavie et Rwanda, et aujourd'hui la Cour pénale internationale, et de laisser aux États le soin de juger le reste, parce que la communauté internationale ne peut pas non plus se charger de tout. Mais là, je pense que la problématique que vous soulevez, c'est une problématique qui doit être éminemment et en premier lieu vue au niveau national. Alors qu'il y ait une action pour aider les États à se doter d'un code pénal adapté, de juridiction, etc., beaucoup d'efforts sont faits en ce sens. Mais c'est vraiment au niveau national que je pense que la question que vous posez doit être traitée. Au niveau international, ça me paraît, en l'état actuel des choses, plutôt une vue de l'esprit. Yves Sandoz. Oui, en fait, à cette question, je rejoins un petit peu ce qui était. Si on prend votre cas pratique, hein, l'empêchement d'une action humanitaire, on parle d'idée qu'elle est légitime, qu'elle est nécessaire, hein, parce qu'il y a toujours encore cette question-là qui peut parfois se poser sur le terrain. Mais on parle d'idée qu'elle est légitime et nécessaire. Alors, je rejoins ce qu'a dit M. Florent. Évidemment, la première démarche qui sera faite, c'est au niveau national, pour savoir si c'est une décision de l'État ou de la partie au conflit concerné, ou si c'est simplement un abus de personnes sur le terrain. Donc là, bien sûr, c'est d'abord l'État qui doit réagir. S'il ne réagit pas, évidemment, est-ce qu'on peut passer à l'international? Alors là, c'est tout simplement, comme vous l'avez dit, une question de capacité d'absorption. Le système international n'est de loin pas encore assez équipé pour le faire. Où ça passera au niveau international, dans votre cas, c'est si ce blocage de l'action humanitaire contribue dans la durée à réellement affamer la population civile. Alors à ce moment-là, on arrive dans le cadre d'un crime de guerre et il y a réellement, alors on passe au niveau international. Au premier niveau, c'est bien sûr au niveau national qu'il faut voir où est le blocage, s'il est au niveau de l'État ou s'il est au niveau local, donc c'est l'État qui doit réagir. Mais l'international, comme l'a dit M. Florent, malheureusement aujourd'hui, il est déjà tellement peu capable d'absorber ce qu'il devrait absorber, hein, comme crimes internationaux, qu'on ne peut pas envisager de lui mettre des infractions à un niveau très, très inférieur, à moins de développer quelque chose qui serait gigantesque. Merci. Monsieur Nicolas Verquet, Oxfam France, Algérie. D'abord, pour abonder dans le sens de la plupart des participants sur le fait que nous, on ne pense pas qu'il faille faire évoluer le droit international humanitaire. Encore une fois, et sur tout le débat sur la relativité ou le côté occidental des règles elles-mêmes, les populations avec lesquelles on travaille sur le terrain, de façon très claire, de façon très immédiate, spontanée, humaine, elles adhèrent évidemment à l'ensemble des règles, à tout ce qu'il y a dans l'article 3 commun en cas de convention. Et même les parties belligérantes, elles remettent rarement en cause le bien fondé ou la légitimité des règles de droit. C'est juste que parfois, sciemment, elles décident de les violer et souvent, elles mettent en cause le caractère effectivement juridiquement contraignant en s'appuyant sur le cas du Proche-Orient. Pour revenir à ce que vous disiez en disant dans le cadre du conflit israélo-palestinien, on sent que le DIH est usé. Et moi, j'ai envie de retourner la parabole. Et si on prend le cas du soutien inconditionnel des pays de la Ligue arabe à al-Bashir, par exemple, est-ce que ce n'est pas le droit international humanitaire partout dans le monde qui est usé du fait de cette crispation dans le cadre du conflit israélo-palestinien? Et quand on dit quelles sont les perspectives de travail, est-ce qu'il faut renoncer ou alors est-ce qu'il faut repartir de la base? Et je pense notamment à la France, qui a en tout cas un discours très engagé de manière générale sur le droit international humanitaire, qui a organisé le premier débat au Conseil de sécurité sur ce thème-là. Est-ce qu'il ne faut pas repartir des principes? Et donc, on a une position forte. La France dit Gaza, peine collective, le blocus. Bon, direction juridique, quelles sont les conséquences juridiques à partir du moment où on utilise le terme peine collective? Si on regarde la question de la colonisation, déplacement forcé de population, quelles sont les conséquences simples, techniques, en termes de droit?